pendant que j'étais au Conseil national de la communication, lors des premières années, les 2 premières années surtout, que les médias, les journalistes commençaient à avoir peur du Conseil national de la communication. Moi, j'ai vu des gens défiler devant le Conseil, des gens qui passent pour être des caïds, mais une fois qu'ils étaient devant les conseillers du CNC, alors ils se faisaient tout petits. Ce qui était positif, ce qui montrait qu'ils se rendaient bien compte que le Conseil national de la communication était là pour faire un travail de régulation et de répression aussi, parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. La loi prévoit qu'il faut réprimer les atteintes à les atteintes aux droits des gens par voie de presse, et donc le Conseil était tout à fait dans son rôle. Mais il y a une évolution, c'est que au fur et à mesure qu'on a commencé à avancer, les gens avaient de moins en moins peur du Conseil national de la communication pour une simple, c'est que les décisions prises par le Conseil national de la communication n'étaient plus appliquées. Et qu'est-ce qu'un organe juridictionnel si ces décisions ne sont pas appliquées? C'est un peu comme si un magistrat rend une justice et le justiciable il décide de l'appliquer ou pas. Donc c'est la mort d'une telle juridiction, et je pense que c'est ce qui est arrivé au Conseil national de la communication. Et vous ici à Vision 4, vous êtes très bien placé pour savoir que la mort du Conseil national de la communication est presque partie d'ici, on pourrait le dire, puisque plusieurs fois vous avez de ne pas appliquer les décisions. Oui, plusieurs fois vous avez été sanctionné, vous avez fait appel, absolument, vous avez usé de votre droit, vous avez fait des recours auprès du tribunal, du juge administratif. Dans la plupart des cas, vous avez souvent eu gain des causes. Mais bon, on ne va pas faire le procès de Vision 4 à Vision 4. Mais je veux dire que la mort, je veux dire la faiblesse qu'on observe aujourd'hui du Conseil national de la communication vient de cela. Et pour finir sur ce point, je voudrais également dire que les pouvoirs publics qui ont créé cette institution n'ont pas non plus joué bon jeu, franc jeu. C'est-à-dire que ce sont les mêmes qui ont décidé de créer ce conseil qui n'ont pas favorisé l'exécution des décisions qui étaient rendues par le conseil. Et évidemment, les membres du Conseil national de la communication n'ont pas une armée, ne sont pas une police pour contraindre les gens à pouvoir respecter leurs décisions. Donc il fallait une nette collaboration entre les autorités administratives et le Conseil national de la communication. Et je me souviens une visite que nous avions, quand j'étais au Conseil national de la communication, faite à l'ancien Premier ministre Philémon Yang, et on était allé justement nous plaindre auprès du Premier ministre qui assurait un peu la tutelle du Conseil de ce que nos décisions n'étaient pas exécutées. Et tout magistrat qu'il était, il nous a dit non, c'est pas un problème. Faites votre travail, vous rendez vos décisions. Si ce n'est pas appliqué, ce n'est pas un problème. Vous avez à faire votre travail. Et ça, j'ai trouvé ça absolument hallucinant. Et donc, il ne faut pas qu'on soit surpris aujourd'hui que le Conseil ne fasse plus peur à personne. Merci en tout cas, Jean-Bruno Tagne, d'être avec nous ce dimanche. Je rappelle que c'est Thibonquin Kalaboupsé, encore en service à l'Office de radio et télévision nationale, la CRTV du Cameroun, qui remplace donc Peter Essoka à ce poste. En tout cas, on connaît que c'est un homme qui a une probité morale irréprochable. Certainement qu'avec lui, il y aura un souffle nouveau et que, enfin, les décisions du CNC seront désormais appliquées. Décisions objectives, prises dans le cadre de la régulation. Deuxième invité avec nous sur le plateau de Club d'élite, c'est sa grande première, d'ailleurs, sur les plateaux de télévision au Cameroun, maître Henri Mangabel. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur Bruno Bidjan. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités. Je rappelle que vous êtes le président exécutif de Transparency International Cameroun. Absolument. C'est bien cela? Absolument. Et pourquoi cette absence au niveau des médias? On ne vous entend pas beaucoup, même si vos collaborateurs, eux, sont régulièrement dans les médias. Ben écoutez, c'est que je suis de ceux qui pensent que il faut plutôt promouvoir les institutions. Je crois que le fait que je sois absent des médias n'empêche pas que Transparency International soit là, dans les médias. Et Transparency, c'est une grande famille, ce n'est pas Maître Njomangabel, tout simplement. Nous avons une équipe qui est composée de gens compétents, qui est composée d'experts, qui sont en mesure, chacun dans son domaine précis, de venir s'exprimer à la télévision ou dans les médias. Ce qu'il y a, c'est que, en tout cas, comme j'ai dit au début de mon propos,
Je suis de ceux qui pensent que la personnalisation des affaires dans ce pays est parmi les causes du déclin du Cameroun. D'accord. Maître Henri Mangabel, on sait que l'ONG Transparency International, dont vous avez la charge pour la branche camerounaise, n'est pas en odeur de sainteté avec le gouvernement camerounais à cause des différents rapports que vous publiez qui accablent ce gouvernement. D'ailleurs, beaucoup estiment que vos rapports ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Écoutez, je ne sais pas d'où vous tirez cette affirmation. La preuve, chaque fois que vous publiez un rapport, il est contesté par le gouvernement qui apporte un démenti avec des précisions d'information. Oui, mais ça c'est normal. Mais en même temps, vous savez, nous travaillons beaucoup avec le gouvernement. À titre personnel, je fais partie d'un certain nombre de cellules ministérielles de lutte contre la corruption. Je suis membre du comité ITIE, qui est le comité, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Je suis membre et nous travaillons beaucoup. C'est pour ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que le plus important en réalité n'est pas de se faire voir dans les médias. Le plus important, c'est le travail de fond qui est fait et ce travail-là, il est quotidien. Ce travail est quotidien et nous n'avons de cesse à effectivement apporter notre expertise à tous ceux qui la sollicitent. Maintenant, il est possible que cela ne plaise pas toujours aux gens. Ça aussi, ça relève, peut-être que nous aurons l'occasion de rentrer dans les détails tout à l'heure, ça relève un peu de ce que nous avons développé comme culture ambiante. C'est-à-dire qu'il y a un discours qui peut difficilement passer tant qu'il est basé sur la critique. Dès que vous commencez à critiquer, il y a des gens qui n'apprécient pas que vous critiquiez. Alors que c'est la critique qui peut faire avancer les choses. Mais les gens dans notre pays, malheureusement, ont plutôt tendance à ne vouloir écouter que ceux des discours qui les encensent. Et ce n'est pas une bonne chose. Alors, Transparency a eu effectivement à faire un certain nombre de rapports, mais vous avez sans doute remarqué que, d'abord sur le secteur, nous ne sommes plus les seuls. Autant nous sommes apparus au début de notre activité au Cameroun comme des pestiférés, aujourd'hui, nous ne sommes plus les seuls à occuper l'espace de la lutte contre la corruption. Il y a des institutions qui sont émanant du gouvernement et qui, si vous remarquez, si vous prenez la peine de lire, le plus souvent le discours que nous tenons n'est pas très éloigné de celui qui est repris par ces institutions. D'accord. Merci en tout cas, maître, d'être avec nous ce dimanche. Troisième invité, il signe également son grand comeback sur le plateau de Club d'élite. Il avait disparu des médias camerounais depuis un certain moment. On l'a aperçu cette semaine au cours d'une conférence de presse qui annonçait la coalition de 6 partis politiques. Le professeur Olivier Billet. Professeur, bonjour. Bonjour à vous, Bruno Bidian, et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Merci d'être avec nous ce dimanche. 6 partis politiques de l'opposition, dont le vôtre, l'UFP, a donc présenté à la presse camerounaise cette semaine l'intention ou alors le projet de coalition avec le MOUSI, le mouvement citoyen de l'urbaniste Yimga Moyo. Et on apprend que désormais la coalition sera réunie autour du parti des libérateurs camerounais. Quelle plus-value ce parti politique ou cette coalition va apporter sur le landerneau politique camerounais? Écoutez, je vous remercie. Je voudrais d'abord m'excuser très humblement et très platement pour ce léger retard que j'ai accusé sur ce plateau. Je voudrais saluer mes copanélistes. Je rappelle quand même qu'avec Dieudonné Samba, il n'y a pas longtemps, nous avons ferraillé ici sur un thème qui était d'une brûlante actualité également. Mais je crois que c'est avant que vous ne repreniez le magistère de cette émission, Bruno Bidian. Alors, écoutez, vous savez, il y a un adage populaire
qui postule très clairement que l'union fait la force. L'unité fait la force. Vous savez, nous sommes partis simplement du désir d'accomplir un objectif majeur. Les 6 partis politiques qui constituent le groupement des libérateurs, en réalité, ont défini pour objectif principal de remettre de l'espérance dans la chaîne politique et dans l'espace politique camerounais. Ils ont décidé de réenchanter les Camerounais vis-à-vis de la chose politique. Parce qu'en réalité, il faut observer, et je crois que d'ailleurs chaque Camerounais peut constater à quel point est-ce que la classe politique traditionnelle, ainsi que la plus jeune qui a émergé depuis récemment, a œuvré à désenchanter finalement, à illusionner notre pays sur le plan de la politique. Vous allez le libérer? Et donc, permettant évidemment d'être compétitive. Parce que la politique, c'est aussi un espace de compétitivité. Un parti politique, ça fonctionne comme, si vous voulez, une entreprise. Les entreprises, à un moment donné, lorsqu'elles ne peuvent plus affronter le marché, parfois, eh bien, s'organisent sur la base de fusion, d'acquisition, de rassemblement, etc. Donc, nous sommes également inscrits dans cette logique en tant qu'entrepreneurs politiques. Nous voulons également donner comment on va dire ça, une consistance plus importante à notre action politique, avec évidemment l'addition de ces 6 partis politiques. Quand les militants sont additionnés, ça fait presque quasiment mécaniquement un volume plus important de militants, une présence démographique plus considérable, etc. etc. Donc votre rôle premier, ce n'est pas la conquête du pouvoir. Attendez, mais j'y viens. N'oubliez tout de même pas que pour conquérir ce pouvoir, Bruno Bidian, il faut quand même pouvoir mobiliser, si vous voulez, un certain volume de compétitivité, vous permettant de faire face, notamment à un environnement politique extrêmement hostile, avec un parti-État en surobésité, une surobésité opportuniste, fondée essentiellement sur la logique du ventre, comme nous le savons. Alors, je veux vous faire savoir que l'autre objectif essentiel qui est le nôtre, sur le plan des objectifs spécifiques, c'est celui qui consiste à se dire aussi, quand même, il est temps de remettre la cohérence dans la vie politique camerounaise. Nous sommes les héritiers d'une tradition politique qui s'appelle la tradition du nationalisme, du panafricanisme et du foyisme. Nous avons considéré qu'il est important de mettre de la cohérence dans une vie politique camerounaise qui est profondément erratique, qui va dans tous les sens, avec bien sûr, comme vous le savez, des tentatives de rassemblement qui ont souvent eu lieu par le passé, mais qui n'ont pas prospéré simplement parce qu'on a essayé souvent de mélanger les torchons avec des couteaux. On a souvent essayé de tenter de mélanger les pelles avec des ciseaux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc nous avons essayé d'être cohérents si vous voulez, sur le plan idéologique, en mobilisant de manière essentielle des acteurs politiques qui font partie, si vous voulez, je dirais, de l'extraction nationaliste, panafricaniste et foyiste. Je terminerai du point de vue de ces objectifs-là avec un autre qui est important pour les Camerounais. N'oubliez tout de même pas qu'un parti politique doit mettre son discours en phase avec les populations, parce que nous sommes les serviteurs du peuple. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique juste pour nous et résoudre nos problèmes personnels, non. Il me semble que aujourd'hui, lorsque vous analysez le Cameroun et l'Afrique, le besoin majeur en matière d'offres politiques se situe dans, si vous voulez, l'exigence de libération de la répression qui s'opère, que subissent nos pays, en particulier par rapport à l'ordre néocolonial, comme vous le savez. Servitude philosophique, qui embrigade toute une administration dans les mécanismes des loges, servitude économique et monétaire. Le franc CFA, il n'y a plus besoin de faire un dessin là-dessus. Servitude socio-culturelle. Elle est également la servitude politique. N'oubliez tout de même pas que la mécanique du système du parti-État, administration, est quelque chose aussi qui a été pensé, théorisé et mis sur pied par la métropole française pour
maintenir notre pays en captivité. Il s'agit donc de libérer le Cameroun de tous ces facteurs de servitude et lui permettre de s'acheminer vers son destin naturel de prospérité. On espère que le Cameroun sera bel et bien libéré donc à travers cette nouvelle coalition des partis politiques, 6 au total, donc qui sont réunis désormais au niveau du Parti des Libérateurs et qui se fondent sur le nationalisme, le panafricanisme et le foyisme politique. Quatrième et dernier invité sur le plateau de Club d'élite, le docteur Dieudonné Essomba, économiste, mais surtout consultant exclusif de cette émission. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci une fois de plus d'être avec nous ce dimanche. Dans un nouveau rapport intitulé « Cameroun, renforcer la surveillance, la gouvernance et la maîtrise des risques budgétaires dans la gestion des entreprises publiques », le Fonds monétaire international révèle que certaines indemnités des présidents des conseils d'administration, des directeurs généraux adjoints des sociétés à capitaux publics ne sont pas encadrées. Le FMI part du constat selon lequel les entreprises publiques au Cameroun sont confrontées à de sérieuses difficultés structurelles et dont la rentabilité reste très faible. Moi, je ne sais pas pourquoi les Camerounais ne relaient une information que lorsqu'elle vient de l'extérieur. Je crois qu'on a eu un très grand nombre de débats ici sur les entreprises publiques. J'ai toujours eu à le dire que lorsque l'État a investi son capital, il doit avoir un retour sur l'investissement. C'est la règle minimale. Et pour avoir un retour sur son investissement, une entreprise doit générer la valeur ajoutée. La valeur ajoutée se partage entre 3 acteurs. Tout d'abord, les capitalistes qui prennent les dividendes, l'État qui prend les impôts et les travailleurs qui prennent le salaire. Donc, ce qu'un investisseur fait quand il place son argent dans une entreprise, c'est d'évaluer le retour. Et ce retour pour un investissement privé, c'est les dividendes. Si on vous demande quels sont les dividendes que l'État prend, l'État va vous présenter quels dividendes. Au Cameroun, nous avons peut-être 5 entreprises qui dégagent des bénéfices, alors qu'on a plus de 50 entreprises qui dégagent des pertes en permanence. Ce qui fait que le budget de l'État, plutôt que de contribuer au budget de l'État, les entreprises sont plutôt en train de ronger, constituent une charge sur le budget de l'État. Maintenant, lorsqu'on confie une entreprise à un gestionnaire, assez paradoxalement au Cameroun, contrairement à ce qui se passe ailleurs, on n'attend pas de lui des résultats en termes de dividendes, en termes de valeur ajoutée et en termes de bénéfices financiers. Non. On lui apporte un gros manuel de procédure et on lui fixe son salaire. Le salaire doit être directement rattaché à l'effort qu'a fait le directeur d'entreprise. Vous savez très bien que dans les pays très évolués, le simple fait qu'on nomme le professeur Billet, nouveau directeur, valorise directement l'entreprise à la bourse. Par contre, si on nomme quelqu'un d'autre, l'entreprise s'effondre. On appelle ça le goodwill. C'est-à-dire que l'individu qui gère une entreprise appelée à dégager une valeur ajoutée, on ne lui prescrit pas un livre de procédure, on ne lui impose pas un salaire, on lui demande le résultat et on lui laisse de la marge de manœuvre. Et c'est le contraire au Cameroun. Au Cameroun, on ne regarde pas le résultat. Il y a de bons gestionnaires au Cameroun qui sont en prison. Ils ont compris que ce que l'investisseur attend, c'est le retour sur l'investissement. Par contre, ce
Ceux qui passent tout leur temps à lire les procédures, même quand l'entreprise s'effondre, c'est eux qui sont toujours là. Donc quand le FMI remet en cause cette approche, comment peut-on fixer a priori le salaire d'une entreprise de production? Est-ce que ça a un sens d'un gestionnaire d'une entreprise de production? On définit tout simplement les clés de répartition de la valeur ajoutée qu'il va générer. S'il génère 10 milliards, l'État va lui dire, remets-moi mais 10 milliards, bon, peut-être 3 milliards en salaire, 3 milliards en impôts, il reste 4 milliards. L'État va lui dire, bon, moi j'attendais 2 milliards. Comme tu as généré 4 milliards, je prends 3 milliards et tu restes avec 1 milliard. C'est comme ça qu'on gère un pays. Mais lorsqu'on gère un pays sur la base des textes, c'est-à-dire un chef d'entreprise n'a même pas le droit de prendre la moindre initiative. Parce qu'il y a un inspecteur d'impôt qui va lui dire non, pourquoi tu as posé cette bouteille à gauche au lieu de la poser à droite, alors que ça n'a aucun impact. On obtient donc ce qu'on a aujourd'hui. Donc quand le FMI vient nous dire... Est-ce que ce rapport du FMI peut changer de paradigme au niveau de la perception et même du fonctionnement des entreprises parapubliques camerounaises? Non, le problème c'est qu'on a le gouvernement, d'abord celui d'Aïdjo et ensuite celui des Biya, n'ont jamais considéré les entreprises comme des structures de développement. C'est beaucoup plus comme des structures politiques, des prolongements de l'administration publique qui leur permettent de recycler au personnel, de distribuer les postes politiques. C'est-à-dire, on les demande, comment on nomme un directeur général au Cameroun? On regarde sa tribu, on regarde que, bon, cette communauté a peut-être un seul ministre et elle se plaint. Cherchez-lui un poste de directeur général. C'est comme ça qu'on fait. Donc, quand le FMI arrive, le FMI dit que lorsque vous m'appelez au secours pour venir régler vos dettes extérieures afin que vous ne tombiez pas en cessation de paiement, je vous demande de changer de registre. D'accord. Et c'est pour ça que, mais quand le FMI le dit, si le régime ne marche pas, si le gouvernement ne marche pas, le FMI sera obligé de vendre ces entreprises. Parce que le FMI en a le pouvoir. Devant le FMI, vous n'avez pas de souveraineté. Parce que le FMI est un huissier de justice. Et quand un huissier de justice vient vous saisir, il vient avec des gendarmes. Merci. Vous n'avez pas de liberté. Merci. Donc, si on ne marche pas comme le dit le FMI, le demande le FMI, eh bien, comme cela a été fait avec des entreprises comme Ineo, Evecam et autres, le FMI sera obligé de saisir ces entreprises, de les vendre aux enchères. Il ne demande pas votre avis. Ok. On va prendre la deuxième articulation de cette émission, l'arrêt kiosque qui nous est présenté par Florent Maconfiance-Zanga, le meilleur des tabloïds de la semaine. Bonjour, Covid-Gate, le journal sans détour, nous informe que l'affaire est sur la table du Conseil constitutionnel. Pour la nouvelle, les ministres coupables iront en prison. Mais l'essentiel nous dit que dans l'affaire Covid-Gate, l'opinion condamne plus vite que le tribunal criminel spécial, d'où la sortie du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui appelle au respect de la présomption d'innocence dans les lignes des détectives, même si le Front des démocrates du Cameroun, FDC, veut marcher pour exiger la démission de Joseph Djongouté, le Premier ministre. Les dégâts collatéraux Éco-Santé nous les présentent et nous fait savoir que dans cette sale affaire, des jeunes cadres du ministère de la Santé publique sont jetés en pâture. Il faut sauver des têtes et ils ont envoyé un télégramme au Consupé, le contrôle supérieur de l'État, où ordinateurs et véhicules ont été vandalisés et emportés pour brouiller des pistes. Et l'œil du Sahel fait des révélations sur la gestion des financements de l'AFD. Révélations aussi dans cet autre audit explosif du domaine privé de l'État dans les lignes du quotidien Mutation. L'anecdote reste sur la même page et ajoute que le contrôle supérieur de l'État est sur les traces des pilleurs
Faisons un grand bond avec Cameroun Tribune en ce qui concerne l'économie numérique et allons dans les amphis de l'université Yaoundé de Soie où Repère a repéré 700 étudiants de master aux abois. Aux abois aussi, les populations de Yaoundé et ses environs qui dénoncent le retour des crimes rituels. Chaud d'alerte, nous dit mutation. L'insécurité règne aussi en Gaoundéré avec la loi des motos-taxis, écrit Eco News. Allons dans les chantiers pour parler de la rareté des ressources qui dégradent les routes en terre, selon le quotidien de l'économie. L'économie Report, quant à lui, s'intéresse à l'exécution du budget d'investissement public et constate que les difficultés demeurent. Des difficultés, le sous-préfet de Bati les connaît aussi. Le FO exige aux chefs de terre de rembourser l'argent pris aux élites bâtiers pour le chantier de la sous-préfecture, d'après West Eco. Et puis, nous sommes dimanche. Demain débutent les examens officiels avec le baccalauréat. La République Presse parle de bon déroulement des examens 2021 et qualifie l'office du bac d'antifraude. Réalité Plus prévient à son tour, examen 2021, l'office du bac est prêt. Gare aux fraudeurs. Retour sur le plateau de Club d'élite et place à présent à la thématique principale inscrite à l'ordre du jour de cette émission. On parle bien sûr au Cameroun de la lutte contre la corruption, autopsie d'un mal qui ronge notre pays, un mal qui se trouve pratiquement dans tous les secteurs d'activité. Certains pensent même de la cellule familiale jusqu'à la macro-cellule. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi la lutte contre la corruption tarde à prendre au Cameroun, malgré les efforts consentis par le gouvernement qui a mis sur pied un certain nombre d'institutions pour endiguer ce phénomène? Le phénomène persiste. Pour certains même, c'est devenu une sorte de seconde nature pour les Camerounais. Maître Henri Mangabal, vous êtes le président exécutif de Transparency International. On sait que le Cameroun a été classé premier pays le plus corrompu en 1998 et puis en 1999. Vous produisez régulièrement des rapports sur la lutte contre la corruption. Le Cameroun, qui était donc classé premier pays respectivement pendant ces 2 années par votre organisme. La première question que je vous pose, c'est où en est-on aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre la corruption? Quel bilan faites-vous de cette volonté gouvernementale? Écoutez, la première question que je me pose, elle est de savoir s'il y a effectivement une volonté. Parce que lorsqu'on regarde en fonction des approches qu'on voudrait prendre, le Cameroun s'est effectivement doté d'un arsenal à la fois législatif, institutionnel, qui devrait lui permettre, normalement, de voir plus clair dans cette lutte contre la corruption. Il y a eu des évolutions. On a connu ici au Cameroun d'abord une première phase, dans les années 80, qui a été une phase de doute, où il était demandé par la voie la plus autorisée. Des preuves. Des preuves. Il y a eu une seconde phase qui a été la phase de la confrontation à la réalité. Et c'est celle-là à laquelle vous venez de faire allusion. Lorsque le Cameroun a été rattrapé par les institutions internationales et qu'on s'est rendu compte que le Cameroun a été classé donc champion du monde de la corruption. Et là aussi, une fois de plus, je suis tenté de rejoindre un peu ce que Dr Essomba disait tout à l'heure. Le Cameroun a réagi parce que ça venait de l'extérieur. Mais la réaction a même été, il faut distinguer plusieurs types de réactions que nous avons observées à cette époque. Il y a eu une première réaction qui était la réaction de rejet, qui est celle qui malheureusement a souvent cours dans notre pays. Quand vous dites aux gens, regardez la lune là-bas, ils ne regardent pas la lune, ils regardent votre doigt. Et ils vous disent que votre doigt n'est pas un bon doigt, alors que la lune, elle est là. C'est un des problèmes que nous avons au Cameroun. Il y a eu par la suite donc des évolutions. Nous avons été, je l'ai dit au début de mon propos tout à l'heure,
nous avons été des pestiférés. Je me souviens encore à l'époque, même pour organiser une simple conférence destinée à expliquer aux hommes des médias ce que c'est que l'indice, l'IPC, l'indice de perception de la corruption, mais nous faisions l'objet d'interdiction dans les hôtels. Pourquoi? On ne voulait pas que vous... on ne voulait pas que Transparency puisse tout simplement avoir une rencontre pour dire aux gens que l'indice de perception, là, il faut d'abord comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit avant d'en parler. Parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas de quoi est-ce qu'il s'agissait. Et il fallait donc d'abord leur expliquer comment est-ce que cet indice était élaboré, comment est-ce que... Mais nous étions interdits à cette époque-là. Et il y a eu donc l'autre phase qui s'en est suivie, qui a été la phase de mise en place d'institutions de lutte contre la corruption. Et là aussi sur l'instigation des bailleurs de fonds internationaux. Retenez la question que j'ai posée. Est-ce qu'il y a une volonté réelle pour lutter contre la corruption? Cette phase-là a conduit effectivement à la mise en place des institutions qu'on connaît aujourd'hui, la CONAC, la NIF. L'Agence de régulation des marchés publics. Exactement. Et même la Chambre des comptes. Exactement. Exactement. Importante. Et le processus s'est achevé par la création du TCS. Quand on regarde ça, en plus de l'arsenal juridique qui est le nôtre, parce qu'il y a le code pénal, qui lui est antérieur à tout cela. Il y a le code pénal qui prévoit dans un certain nombre de ses dispositions, les articles 134 et suivants, 312 et autres, des infractions, la lutte contre la corruption. Le Cameroun a même été encore beaucoup plus loin, parce que nous avons fini par ratifier la Convention de l'Union africaine de 2003. Nous l'avons ratifiée en 2020, mais mieux vaut tard que jamais. Nous l'avons quand même ratifiée. C'est pour dire que nous avons donc en réalité un arsenal à la fois juridique, institutionnel, qui permettrait au premier kidam qui viendrait au Cameroun, à qui on présenterait cet arsenal-là, de dire que waouh, ce pays vraiment est doté, ce pays est bien armé. Mais alors, d'où vient-il que la corruption continue? En cela, il faut donc regarder de près ce qui a été fait. Sur le plan d'abord législatif, je vais vous dire une chose. Moi, c'est-à-dire, j'ai fait un certain nombre, j'ai eu la chance, l'avantage peut-être, je ne sais pas si c'est un avantage, peut-être qu'il aurait mieux valu que je fasse mes études au Cameroun pour avoir une vision peut-être étriquée des choses. Mais comme j'ai pu les faire ailleurs, cela m'a ouvert l'esprit de telle manière que j'ai pu voir aussi ce qui se fait ailleurs. Une des choses que j'ai remarqué lorsque je suis arrivé dans ce pays, c'est que sur le plan législatif, on est un des rares pays au monde où le législateur est dépouillé de son pouvoir par une disposition extraordinaire qui accompagne la plupart des lois qui sont prises au Cameroun. Ça se termine toujours par la nécessité d'un décret d'application. Ce qui renvoie en fait le rôle du législateur à l'exécutif. Le résultat des courses, c'est quoi? C'est que vous votez des lois, les lois sont là, pour sortir, mais ces lois ne sont pas applicables. Parce qu'il faut que l'exécutif décide de leur application. Et on peut citer comme ça pêle-mêle, pour citer des exemples, mais le plus patent de ces exemples, c'est la Constitution, dans son article 66, que tout le monde connaît, que tout le monde écrit, que jusqu'à présent, depuis que la Constitution a été votée, il n'y a pas de décret d'application. En attendant justement qu'on revienne sur cette batterie des mesures mises sur pied par le gouvernement vers la fin de cette édition, je voudrais d'abord qu'on essaye de poser une sorte d'autopsie à cause de ce mal qui ronge le Cameroun, Jean-Bruno Taïnien. Pourquoi la corruption est autant ancrée dans les mœurs camerounaises? Alors, il faut dire que la corruption et les détournements de fonds publics sont devenus pratiquement, ont été banalisés.
On a interpellé un certain nombre de gestionnaires publics. Il y a beaucoup de membres du gouvernement qui sont en prison. Mais les détournements de fonds publics n'ont pas pour autant baissé ou cessé. Simplement parce que ceux qui restent en fonction se disent de toutes les façons, ce n'est pas forcément parce qu'ils ont volé qu'ils ont été arrêtés. Donc cela fait appel à l'usage politique qui est fait de la lutte contre la corruption. Parce que il y a des membres du gouvernement aujourd'hui qui sont en prison, qui sont fondés à se dire mais pourquoi moi et pas un tel? Parce qu'il y a eu des enquêtes, des audits, la Chambre des comptes, il y a beaucoup d'autres institutions qui ont identifié des personnalités de ce gouvernement qui continuent d'être là, qui ont été coupables d'un certain nombre de malversations financières et qui restent quand même en fonction. Cela peut amener à se demander, mais pourquoi est-ce qu'on interpelle les uns et pas les autres? Parce qu'en fin de compte, le problème c'est que l'opportunité des poursuites appartient au président de la République. C'est-à-dire qu'on peut faire toutes les enquêtes qu'il faut, mais en fin de compte, c'est le président de la République qui se donne son OK pour l'interpellation de telle ou telle personne. Et c'est ça le véritable problème aujourd'hui, parce que les gens se disent, on peut poser toutes sortes d'actes, on peut se donner toutes sortes de libertés avec la fortune publique, mais il vaut mieux continuer à militer, à soutenir le président de la République, ne pas être au mauvais endroit au mauvais moment, et puis on aura une chance de ne pas être interpellé. Et le président a le pouvoir de décider de la gravité des rapports qui lui sont soumis, de choisir. Sauf que là, il y a un vice. Il y a un vice parce que justement, c'est le problème que je pose, c'est-à-dire l'usage politique de la lutte contre la corruption. Il faut systématiser. C'est-à-dire que dès qu'un gestionnaire public il y a des soupçons sérieux de détournement de fonds publics, la première des choses, c'est qu'il devrait perdre son poste. Parce que Dieudonné Somba parlait tout à l'heure des entreprises publiques qui ne font pas du profit. Ces entreprises-là perdent régulièrement de l'argent et pourtant, les responsables de ces entreprises continuent à être à la tête de ces entreprises-là. La première des choses, c'est de les dégager d'abord de leur fonction. Lorsqu'on a des indices qui permettent de penser qu'il y a eu un certain nombre de malversations financières, ils doivent d'abord être déchargés de leur fonction. Une enquête sereine doit être ouverte parce que c'est là aussi c'est un autre problème, parce que quand on voit devant la justice quelqu'un qui est interpellé parce qu'il est soupçonné de détournement de fonds publics, 5 ans plus tard il n'a toujours pas été jugé, c'est un problème. C'est un problème. Il faudrait que la justice soit sereine, qu'on interpelle les gens, que lorsqu'on a un dossier qui soit suffisamment complet, qu'il y ait des charges suffisantes, qu'il y ait des indices graves et concordants, comme disent les juristes, et c'est à ce moment-là qu'on peut mettre en branle l'action publique. Mais tant que on a le sentiment que c'est le président de la République qui décide de quand est-ce qu'on va faire telle ou telle interpellation, il y a un problème que la lutte contre la corruption ou alors les interpellations ne jouent pas le rôle pédagogique que ces interpellations-là auraient dû jouer. Mais avant d'y arriver, au niveau de la sanction, je voudrais d'abord qu'on interroge l'acte qui est posé, l'acte de corruption qui est posé. Maître Henri parlait tout à l'heure de pratiquement une situation systémique qui aujourd'hui est ancrée dans tout le système. Je veux parler du petit artisan qui veut ouvrir son entreprise, qui est obligé de payer un pot de vin pour voir son dossier avancer, tout comme je parle des grands contrats qui sont signés entre l'État camerounais et les multinationales. Qu'est-ce qui peut expliquer que la corruption soit autant ancrée dans nos mœurs? Alors, il faut savoir que dans toutes les sociétés humaines, l'homme est enclin à naturellement à violer les lois. C'est simplement qu'il y a des environnements où les choses sont organisées telles que, à la moindre incartade, on vous interpelle. D'où le rôle de la sanction de la justice. Et parfois, j'ai l'impression que cette corruption-là est même voulue par ceux qui dirigent ce pays. Je vais vous prendre un exemple. Au mi-temps des années 90, on a connu une double baisse des salaires. Dieudonné Somba et Olivier Billet, qui sont fonctionnaires, peuvent le dire, où les gens ont perdu pratiquement 70%, si je m'abuse, 70% de leur salaire. Et personne ne s'en est plaint. Pourquoi? Parce que chacun, à son niveau, a
développer un instinct de survie. L'enseignant, il vend les notes aux étudiants, les journalistes, ils sont corrompus, le policier, il braque les chauffeurs de taxi dans la route, les magistrats, ils vendent les décisions de justice, et l'État laisse faire parce que cela permet d'équilibrer un tout petit peu, disons ça comme ça, d'équilibrer la terreur. Le jour où l'État décide de lutter de manière sérieuse, forte et sans la moindre complaisance contre la corruption, je pense que les gens vont commencer à poser les problèmes du niveau de salaire, du niveau de vie, ainsi de suite. Donc on a parfois l'impression que cette corruption-là, elle est entretenue. D'où la faiblesse avec laquelle le gouvernement agit contre la corruption. Si on veut efficacement lutter contre la corruption, de quel type de preuves voulons-nous quand on voit des gens qui ont un train de vie qui est largement supérieur à ce qu'ils gagnent? Et parlant de l'arsenal juridique tout à l'heure, Maître en parlera mieux que moi certainement, nous avons besoin dans ce pays d'une loi sur l'enrichissement illicite. On va y revenir. Professeur Olivier Billet, Jean-Bruno Tagne semble dire que le système entretient le fait qu'il y ait la corruption dans notre pays. C'est votre avis? Écoutez, Bruno Bidjan, je voudrais, à la suite de Maître Mangabel et de Jean-Bruno Tagne, déjà vous dire quelque chose par rapport au thème que vous nous proposez ce jour en débat. Le thème, c'est autopsie, je crois, d'un mal qui ronge le Cameroun. Autopsie. Vous utilisez le concept d'autopsie. J'ai envie de vous dire que, me fondant sur le concept que vous mobilisez, si le Cameroun était donc un corps humain à autopsier, je crois que ce corps-là serait considérablement mutilé aussi. Il serait dans un état de mutilation absolument exponentielle, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quand même que, depuis 30 ans, au moins, je prends mes compagnonnistes à témoin, nous parlons de corruption au Cameroun. Il n'y a pas une année qui se passe sans qu'il y ait de scandale de corruption. Il n'y a pas une seule année. Nous sommes en 2021 aujourd'hui, nous voici encore en train de pontifier sur cette thématique. En réalité, on ne devrait plus en être là. Mais pourquoi en sommes-nous encore et toujours là? Telle est la question fondamentale qu'il faut se poser véritablement. Et vous avez raison, effectivement, de voir les choses ainsi. Mais croyez-moi, le cadavre est complètement abîmé. Hein? Mais le cadavre est toujours debout. Oui, à cause de toutes les conjectures que nous avons sur cette thématique à travers les années. Mais au fond, j'ai envie de vous dire une chose. J'ai eu le privilège et le bonheur de diriger un travail académique, il y a quelque temps, dont le thème portait sur ce qu'ils appellent la lutte contre la corruption. Et les hypothèses de l'étudiant qui faisait ce travail se sont révélées, ont été validées à travers le travail d'enquête de terrain lourd qui a été mené. Que préconisaient, que postulaient ces hypothèses-là? L'étudiant avait considéré d'entrée de jeu que, comme l'indique d'ailleurs Jean-Bruno Tagne, la corruption au plan interne, eh bien, la lutte contre la corruption au plan interne, en réalité, sert en quelque sorte d'alibi. En réalité, ce n'est qu'un outil de propagande politique pour le régime, qui s'en sert pour, je dirais, laisser l'impression aux concitoyens que voilà, on va arrêter les gens, Et comme ils savent que les Camerounais aiment bien ça, on veut du sang. On veut du sang. On veut du sang, on veut des larmes. Et donc, c'est utile sur le plan politique, de l'agenda politique interne, on déclenche ce levier-là. Sur le plan extérieur maintenant, il y a également tout un agenda qui est mobilisé vis-à-vis des instances internationales. De quoi s'agit-il? Il s'agit souvent de vouloir montrer au FMI, on va en parler tout à l'heure, de vouloir montrer à Transparency International Monde, montrer à la Banque mondiale,
à tous les donateurs extérieurs du Cameroun, parce que comme vous le savez, nous aimons beaucoup les dons et l'aide. Et donc, au fond, on est donc dans un scénario où, lorsque le régime de Yaoundé veut donner des gages à l'extérieur, eh bien, il actionne un certain nombre de leviers, d'arrestation, etc. Et puis, tout le monde applaudit, on dit « Ah, mais oui, il y a la lutte contre la corruption. » Donc, le régime encourage le fait que les gens volent, que les gens détournent, que les gens soient corrompus pour pouvoir se nourrir de ça après? Oui, à la limite, on peut dire ça. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est devenu... Enfin, le temps passant, c'est devenu, en réalité, un outil politique. Un instrument même, j'ai envie de dire, de bargaining power. Un élément de bargaining power vis-à-vis à la fois des instances internationales, mais également vis-à-vis des populations camerounaises. Mais quand le citoyen lambda donne un pot de vin pour obtenir rapidement un service, on ne va pas imputer cela au régime. Écoutez, nous l'avons dit suffisamment clairement. Vous savez, le régime de Yaoundé, en réalité, fonctionne sur, je veux dire, son appétence pour la corruption, en réalité, atteste très clairement de ce que la corruption lui est consubstantielle. C'est-à-dire que le régime dans lequel nous sommes ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de corruption. Je vous prends un exemple très simple. Vous savez, moi, je vais parler comme un politique de terrain. Bon. Vous voyez, quand les élections se passent chez nous, et je crois que Maître a souvent monitoré ces questions, mais de très nombreux Camerounais, y compris dans l'arrière-pays chez nous, ont souvent bénéficié de ce que nous appelons la corruption politique et électorale. Je suis désolé, lorsque vous avez pris un gigot de bœuf, un bout de sardine, un bout de ceci, un bout de cela, un billet de banque, etc., du point de vue d'un acteur qui vient vers vous, vous avez à alimenter la corruption dans votre pays. Et essayer de mesurer donc ça à une échelle pays. Sur le plan symbolique, c'est une, j'ai envie de dire, une sorte de malédiction, une sorte de possession considérable qui s'est abattue ainsi sur les Camerounais. Permettez-moi d'utiliser ce champ lexical, théologique. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Et donc, croyez-moi, j'ai envie de dire que véritablement, sur la base ne serait-ce que de cette étude scientifique que j'ai mentionnée tout à l'heure, il apparaît très clairement que le régime de Yaoundé est essentiellement, il vit essentiellement de la corruption. Il ne peut pas combattre la corruption. Il ne peut pas agir en faveur de la déconstruction de cette affaire qui est en réalité sa source de survie. Docteur Dieudonné Somba, le régime de Yaoundé ne peut pas vivre sans la corruption, mais la corruption, ce n'est pas seulement l'affaire du régime de Yaoundé, encore du Cameroun. La corruption, c'est une affaire qui persiste et qui fait des ravages dans le monde entier. On a par exemple le cas du Nigeria voisin qui, malgré tous les moyens dont dispose le gouvernement, n'arrive pas à enrayer ce phénomène. D'abord, il faut distinguer les rôles possibles de la corruption dans un pays comme le Cameroun. Il y a ce qu'on peut appeler la corruption politique. Notre Cameroun est un pays très segmenté, avec des communautés très diverses. Pour maintenir un État unitaire, il faut contrôler ces communautés. Il faut les contrôler en fabriquant au sein de chacune d'elles une élite qui la contrôle. Et donc, cette élite doit avoir les moyens de contrôler ces communautés. Et donc, la corruption est liée à la conjonction même d'un État unitaire avec une communauté segmentaire. C'est-à-dire que si le régime ne prend pas la peine de fabriquer une élite en lui pourvoyant d'énormes moyens pour mettre sous contrôle ces populations, le pays ne marcherait pas. Et c'est exactement ce qu'on voit. Parce qu'on voit le RDPC. Le RDPC est un instrument de contrôle de la population du Cameroun. Chacun dans sa communauté. Et il doit avoir les moyens d'assurer ce contrôle. En politique, on dit que tous les moyens sont permis. Nous parlons de la corruption. Attendez, moi je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je fais une description purement factuelle. Et je dis donc que la structuration de notre État
par rapport à notre communauté oblige même, pour contrôler par exemple les anglophones, on est obligé de fabriquer une élite là-bas. Et lorsqu'ils ont même commencé à prendre les armes, qu'est-ce que le régime a tenté de faire? C'était de prendre quelques élites, de les corrompre, afin que ces élites-là aillent convaincre les populations. C'est ça le modèle par essence. À côté de ça, il y a la corruption fonctionnelle qui est liée même au mode de fonctionnement du pays. On a par exemple des lois qui disent qu'un véhicule doit respecter certaines normes pour transporter les voyageurs. Mais en même temps, on a des villages tellement éloignés qu'on ne peut pas appliquer, aucun propriétaire de véhicule ne peut envoyer son véhicule là-bas en respectant la norme. Qu'est-ce que les gens vont faire? Puisqu'il faut quand même que le système marche, on va envoyer les véhicules là-bas qui ne respectent pas les normes. Et les services de sécurité, même qui sont en charge de combattre la gendarmerie, la police, ne peuvent pas arrêter. Parce que si elle applique la loi, le système se bloque. Ça, c'est la corruption fonctionnelle. À côté, une autre forme de corruption fonctionnelle, c'est ce qu'on appelle le speed money. Par exemple, vous allez dans une gendarmerie, vous portez plainte. On va vous dire qu'il n'y a pas de papier. On n'a pas d'essence. Ce n'est pas qu'il manque nécessairement. Il est possible même qu'il n'ait pas encore des cartons. Or, vous avez un besoin d'urgence. Vous allez donner l'argent. À côté donc de ça, de ces multiples cas, il y a l'ambiance même de la corruption parce que dans un environnement où on a constaté qu'il faut se battre, les salaires sont faibles, très affaiblis. Et quand un monsieur a les moyens de contraindre dans la rémunération de ce qu'il fait, il va le faire. Donc, ça crée une sorte d'ambiance. Et enfin, Bruno Tagne l'a dit, le régime ne peut pas appliquer rigoureusement la loi parce que lui-même n'est pas capable d'assumer ses responsabilités. Par exemple, il va laisser faire les motos taxis. C'est-à-dire, il va essayer de les réguler, mais il sait très bien qu'il ne peut pas aller au-delà parce qu'il ne leur a pas fourni l'emploi. Il ne peut pas réprimer la police et la gendarmerie qui prennent l'argent en route. Parce qu'il craint que si ces gens-là n'ont plus d'argent, ils risquent de se retourner. Vous savez très bien, c'est en armée. Les gendarmes, et s'ils sont mécontents, on a vu dans beaucoup de pays, ces petits gradés, se retourner contre le régime. Donc le régime a plutôt tendance à les orienter vers ça. Mais pourtant, certains disent qu'au Cameroun, ces corps-là sont des corps qui sont beaucoup plus pris en considération par le régime. Vous parlez non, pas être pris en considération ne les satisfait pas. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ces corps ne doivent pas récupérer les frustrations de la population. Au contraire, ils doivent apparaître comme les ennemis de la population, afin qu'ils ne s'associent jamais à la population pour renverser le régime. C'est comme ça que c'est structuré. Ça veut donc dire que la corruption de manière intrinsèque, et vous allez remarquer que les régimes qui fonctionnent comme le régime du Cameroun sont ceux qui mettent du temps en Afrique. Un régime qui tend d'être honnête, il s'est renversé. Par contre, les régimes comme celui de Bongo, comme celui de Mobutu, comme celui de... Non, nous sommes là dans l'analyse. Non, mais je dis, non, c'est-à-dire... Un bon signal, il y a des pays qui sont... Non, je dis qu'un régime honnête dans notre environnement ne peut pas faire long feu. Et c'est ça qu'ont compris certains dirigeants qui, en réalité, savent très bien que pour se maintenir au pouvoir, il faut accepter clairement, de manière claire, un modèle fondé sur
ces règles. D'accord. Les exemples en Afrique montrent que les gens même qui ont tenté réellement de s'opposer à la corruption ont été tués. Ok. Oui, Jean-Bruno. Ou bien renversés. Très rapidement, Bruno Bidjan, je suis en partie d'accord avec Dieudonné Somba parce que, en fait, le pouvoir a utilisé la lutte contre la corruption ou alors la corruption pour assujettir une horde de courtisans. Parce que je vous disais tout à l'heure qu'il y a des gens dans ce gouvernement dont les dossiers sur un certain nombre de soupçons de détournement de fonds publics dorment dans les tiroirs du président de la République depuis 15 ans. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ils sont condamnés à faire éternellement du Paul Biaoye parce qu'ils savent qu'à la moindre incartade, on ressort le dossier, ils peuvent être interpellés. Quand vous prenez un certain nombre de membres du gouvernement qui sont en prison aujourd'hui, jamais ils ne sont interpellés au moment de leur interpellation pour les faits qu'ils ont commis à l'instant. Prenons le cas du ministre Abba. Il est poursuivi pour les affaires qui remontent à l'époque où il était directeur général des impôts. Or, après directeur général des impôts, il est devenu ministre des Finances, ce qui me semble être quand même une promotion. On ne peut pas me dire que c'est pendant qu'il était ministre des Finances qu'on a découvert qu'il y avait quelque chose à redire dans sa gestion de cette institution. En tout cas, à ce niveau-là, le rapport n'était pas encore... le rapport de sa gestion, mais au moins quand il y a des indices, n'était pas encore disponible. Mais au moins quand il y a des indices, la première des choses, c'est qu'il faut démettre une personne de ses fonctions pour arrêter la saignée. Parce que, et c'est là-dessus que je vais finir, il faudrait également qu'on fasse très attention de noyer la grande corruption qui fait beaucoup de mal à ce pays à de la petite corruption à laquelle les gens se livrent parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais la grande corruption commence par la petite corruption. Non, je suis désolé, parce que le chauffeur de taxi qui donne 500 francs à un policier, le pauvre, parce qu'il a besoin de continuer son travail, il ne va jamais diriger une société publique pour détourner. En fait, sa corruption, ce n'est pas bien, mais ça n'a pas un impact direct sur le quotidien des Camerounais. Quand vous regardez les sommes nommés directeur général, il donnera pour obtenir le poste. La vraie corruption qui tue ce pays, c'est celle-là. C'est celle de ceux qui dirigent ce pays. Quand vous regardez les sommes qui sont en cause devant le tribunal criminel spécial, à une époque, je suivais de manière rigoureuse les procès de l'opération Épervier, quand c'était encore intéressant. Mais quand vous regardez les sommes qui sont en cause, vous vous demandez, mais comment le Cameroun réussit encore à tenir, ils s'en contiennent même plus. Comment le Cameroun fait pour continuer quand même à exister malgré ce niveau de vol-là? Donc c'est cette corruption-là qu'il faut adresser, non pas pour dire qu'il faut négliger la petite corruption quotidienne, mais c'est celle-là qui a un impact sur le quotidien des Camerounais et qui empêche qu'on crée des emplois, qu'on construise des infrastructures et qu'on relève le niveau de vie dans la société camerounaise. Maître Henri Mangabel, quels sont les corps de métier au regard de vos différents rapports publiés sur le Cameroun dans le cadre de la lutte contre la corruption? Quels sont les corps de métier dans lesquels on retrouve plus des actes de corruption? Oula. Avant de répondre à votre question, je voudrais quand même marquer ma réserve par rapport à ce que le docteur Somba a dit tout à l'heure. Parce que le message envoyé risque d'être mal perçu. Parce que la réalité, quand vous parlez de tous les pays africains, c'est que non, le niveau de corruption n'est pas le même dans tous les pays africains. Si on se réfère au dernier indice de perception de la corruption, il y a des pays qui sont pas mal classés. Nous avons les Seychelles, nous avons le Rwanda, nous avons la Tanzanie. Oui, la Seychelles, le Rwanda et un autre pays encore qui sont très très bien classés quand même. Donc ce qui veut dire qu'on peut être africain et bien faire. Ça, il faut d'abord que ce soit, que nous puissions nous entendre là-dessus. La deuxième chose que je voulais dire, c'était par rapport à l'intervention du copanéliste Jean Président, qui disait que non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise corruption. C'est-à-dire il n'y a pas de petite ou de grande corruption. Toute corruption mérite d'être combattue. Absolument. Parce qu'elle réside d'abord dans les esprits. Je suis tenté de dire que si aujourd'hui,
par ces temps de pandémie et de vaccination et autres, j'avais un vœu à émettre. Ce serait que le Cameroun sollicite l'OMS pour l'aider à élaborer un vaccin contre la corruption et les détournements. Ce serait celui-là. C'est grave, docteur? Oui, c'est trop grave. C'est trop grave parce que le professeur l'a dit tout à l'heure. Depuis 30 ans qu'on parle de la même chose, mais on continue encore d'en parler. Ce qui veut dire que les constats sont connus, les constats sont faits depuis 30 ans. Il faudrait donc que nous pensions à passer à autre chose. Nous pensions à passer à autre chose. Et cela nous oblige normalement à d'abord questionner la volonté. Je l'ai dit au début de mon propos. Oui. Parce que si on veut lutter contre la corruption, on peut le faire. On peut effectivement le faire. Mais il faut que cette volonté soit là, qu'elle soit manifeste. Si les gens ne peuvent pas se plier à la règle à partir de l'éducation, à partir de la loi, etc., etc., il faut passer à la sanction. Parce que la sanction peut aider à ce que les gens se comportent normalement. Mais la sanction est là, il y a des gens qui sont régulièrement condamnés. Non. Il y a des enquêtes qui sont menées, des conclusions qui sont prises en compte. Il y a la CONAC qui, à chaque fois qu'elle publie le rapport, on ressent quand même si pour le moment on peut lui reprocher le fait de ne pas avoir l'artillerie juridique pour pouvoir passer à la condamnation, mais on voit quand même que les lignes bougent dans le cadre de la lutte contre la corruption. Moi, je fais une distinction entre l'affichage et la volonté réelle. Quand vous me parlez de la CONAC, je suis tenté de vous dire qu'on est encore dans l'affichage. Il faut afficher pour faire plaisir peut-être aux organisations internationales, aux bailleurs de fonds, etc., etc. Quels sont les moyens dont dispose la CONAC pour lutter contre la corruption? Ces moyens sont inexistants. Vous ne pouvez pas me dire que des personnes qui n'ont de toute évidence pas sur le plan structurel aucune indépendance sont en capacité de pouvoir lutter efficacement contre ce fléau. Ça, je remets cela en cause. Il faudrait que la CONAC soit en mesure d'ester devant les juridictions au lieu de faire un rapport qui est destiné à qui de droit? Aux politiques. Et qui, lui, va décider de l'utilisation éventuelle qu'il va faire de ce rapport-là. Il faudrait que la CONAC soit en capacité. Si vous regardez le dernier rapport de la CONAC, les chiffres qui apparaissent font un peu sourire. Parce que quand on vous dit que les dénonciations, on parle de 11 dénonciations, 15 dénonciations, 12 dénonciations dans un Cameroun où nous savons que les actes de corruption sont quotidiens et ils sont légion. Ça devrait nous faire sourire. Vous savez, il y a un professeur et un collègue kenyan qui disait que dans ces combats-là, au Japon, lorsque un individu est convaincu de corruption, il se tue, il se suicide. En Chine, on le tue. Il se fait harakiri au Japon. Voilà. En Chine, on le tue. Oui. Dans les pays européens, on l'emprisonne. Mais en Afrique, il va se présenter aux élections. On est donc, en fait, dans une configuration où les mentalités même sont biaisées. Moi, j'ai toujours pensé, et je le dis sans aucune animosité, j'ai toujours pensé que le problème de ce pays, c'est des fonctionnaires. Et c'est les politiques. L'élite administrative et l'élite politique. Et si vous voulez, je peux développer cela. Allez-y. Nous avons, dans la fonction publique, tout à l'heure, ce sont des explications qui ont été données, des justifications. Ça part des années où il y a eu une baisse de salaire. Vous comprenez? Cela a obligé, je mets ça entre guillemets. Amené peut-être. Cela a conduit un certain nombre de personnes à penser à se débrouiller pour pouvoir survivre. Et cela a conduit aussi notre administration à faire ce que je considère jusqu'à présent comme étant une espèce de gouvernance par embuscade. C'est-à-dire qu'on privilégie la tolérance, on accepte la tolérance, on tolère tous les actes, jusqu'au jour où on estime que cette tolérance-là, ou alors vous-même vous avez posé un acte qui risque d'aller à l'encontre des intérêts du système en place. À ce moment-là, on revient vous chercher
sur la base de ce qu'on avait toléré quelque temps auparavant. Donc, c'est une stratégie, c'est quelque chose qui a peut-être été pensé pour effectivement maintenir un certain équilibre dans la société camerounaise. Bon, alors, quand je parle des politiques, pour sortir, l'élite politique pour sortir, c'est que le message que nous renvoie, et je suis désolé, professeur, de le dire, le message qui est renvoyé par l'élite politique est brouillé. Comment pouvez-vous expliquer que dans un pays de 25 millions d'individus, nous ayons plus de 300 partis politiques? Cher ami, il n'y a pas 300 idéologies politiques. C'est-à-dire que si vous avez un intellectuel, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est capable d'élaborer un concept et de pouvoir le faire partager par les autres. Amener les autres à se convaincre. Ça veut dire que si vous avez une idée sur le plan politique que vous pensez être bonne, vous pouvez entrer dans ce qui est déjà existant. Et à l'intérieur, convaincre des gens à vous suivre, c'est ça le rôle d'un leader. À vous suivre, et à l'intérieur de ce système-là, vous arrivez ainsi à développer des choses qui sont cohérentes. Mais qu'est-ce qu'on voit au Cameroun? On a le sentiment que la politique est devenue un business comme un autre. Et il n'y a pas que la politique. Il y a même dans les organisations de la société civile. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on crée un parti politique comme on pourrait ouvrir une espèce d'échoppe au quartier. Tout simplement parce qu'en réalité, ce qui motive au départ n'est pas une idéologie, n'est pas une constatation de ce qui se passe dans la société, n'est pas un besoin d'amélioration de notre société, mais c'est plutôt un besoin d'épanouissement personnel. Professeur Olivier Billet, dans cette logique-là, justement, est-ce qu'on va perdre de vue le fait que dans notre société, plusieurs facteurs contribuent à la promotion de la corruption et même à saper le moral des agents publics, lorsqu'on sait qu'au Cameroun, le SMIC est situé à 36 000 francs CFA et que même les avancements et les promotions au sein de ces institutions publiques-là accordées sur les bases autres que le mérite et la compétence, est-ce qu'à partir de ce niveau, on ne va pas quand même dire qu'on ressent qu'il y a une volonté de promouvoir la corruption? Parce que lorsque quelqu'un est payé à 36 000 francs CFA le mois, il a des charges qui sont liées au loyer, aux factures, il doit vivre et autres. Il faut trouver un plan B pour vivre. Écoutez, Bruno Budjian, en réalité, les personnes qui gagnent 36 000 francs, 50 000 francs, généralement, sont les moins corrompus chez nous. Hein. Ouais. Ça, il faut quand même le dire, d'entrée de jeu. Les corrompus sont généralement, d'ailleurs, les plus nantis, souvent, hein, qui sont absolument insatiables. Absolument. Et non, écoutez, je voudrais quand même, si vous voulez, saisir cette occasion pour dire que, au fond, nous avons un vrai problème de grille de lecture de ce phénomène. Parce que tout à l'heure, lorsque j'indiquais que ça fait 30 ans que nous essayons d'expliquer un phénomène sans pouvoir le faire, sans pouvoir trouver la thérapie, le remède, ça fait plus de 30 ans qu'on recherche le remède. Parce qu'on n'a pas la bonne grille d'analyse et de lecture de cette affaire-là. On ne l'a pas. Je vous assure, jusqu'en 2021, nous ne l'avons toujours pas. Moi, celle que je suis modestement parvenu à essayer de mettre en lumière, et que dans le cas des libérateurs, j'essaye de défendre pour que les Camerounais comprennent d'où vient le mal fondamental. Parce que quand vous n'avez pas identifié, diagnostiqué le mal de manière à en déceler la racine, vous pouvez passer 1000 ans à tourner en rond. Et c'est ce que nous faisons. Alors, il faut quand même se dire une chose, Bruno Budjian, mes chers copanélistes. Nous avons souvent tenté de mobiliser des éléments de technologie juridique, institutionnelle, etc., etc. Ça ne marche pas comme ça ne marche pas. Maître nous a évoqué tout à l'heure toutes les institutions qui ont été créées. Ça ne fonctionne pas, ça ne fait peur à personne. Voilà Covid Gate devant nous, qui touche aussi bien la majorité que l'opposition politique au Cameroun. De quoi s'agit-il? Il s'agit simplement de considérer qu'au fond, le Cameroun est rattrapé. Il est victime d'une sorte de, j'ai envie de dire, de mal congénital, historique, d'une sorte de corruption historique et fondatrice, à laquelle nos ancêtres ont participé historiquement.
et qui rattrape les générations suivantes. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas, dans un pays, Bruno Bidian, ça c'est le premier développement que je vais faire, parce qu'il y a un deuxième que je vais faire sur les aspects purement économiques et sociaux. Sur cette forme de corruption, j'ai envie de dire symbolique, qui a une charge métaphysique extrêmement lourde sur notre pays, il faut considérer que si vous êtes parent, et qu'en tant que parent, vous avez commis des actes terribles, innommables dans votre vie, craignez que ces actes-là n'aient des effets sur vos enfants. J'ai peur que ce ne soit de ça qu'il s'agit. Voici le cas du Cameroun. Voici le Cameroun dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Il se trouve quand même que à la fin des années 50, ou au courant des années 50, fin des années 50, années 60, notre pays accède aux indépendances. Il accède aux indépendances comment? À travers des deals souterrains, à travers des opérations de corruption absolument monumentales, qui ont contribué à vendre le pays, en réalité, à vendre le destin de notre pays, en réalité, à une puissance extérieure. Et dans ce processus-là, le sang a coulé. De très nombreux Camerounais sont morts. Vous comprenez cela? Parce que, vous voyez, nous, les intellectuels, on a tendance à ratiociner, à trouver seulement des explications techniques aux phénomènes qui nous... Il faut faire attention. Vous ne pouvez pas avoir autant de sang qui a coulé au Cameroun. Vous ne pouvez pas. Et considérer que ça va se passer comme ça va demeurer impuni. Et quel rapport entre le sang... J'ai envie de vous dire que le sang qui a coulé précisément, les accords léonins qui ont été signés, les relations incestueuses qui ont été engagées et qui prévalent jusqu'aujourd'hui, parce que laissez-moi vous dire quand même que je crois que la maître a raison lorsqu'il parle des fonctionnaires, mais quand il parle des fonctionnaires, c'est plutôt la partie visible de l'iceberg. En réalité, c'est le système, le mécanisme, le dispositif du parti-État qui a été pensé minutieusement, qui a été théorisé pour tenir en fait nos pays. Il a été théorisé par les conseillers français et servi à nos sous-préfets africains. Et ces derniers s'en servent de manière extrêmement magistrale. Ils n'ont même pas d'effort à faire en réalité. Et regardez comment est-ce que l'affaire fonctionne. Je crois que ce que Jean Bruno a indiqué tout à l'heure, lorsqu'il disait qu'on tient les gens qui ont été nommés par des dossiers qui sont dans les tiroirs, etc., c'est parce que la mécanique du parti-État, telle qu'elle a été configurée, cela a été fait pour tenir les gens, pour contrôler les gens. Et donc, véritablement, vous avez donc un pays dans lequel la corruption historique et fondatrice a été établie au sommet de l'État il y a un certain nombre de décennies. Elle nous poursuit sur toute notre trajectoire jusqu'à aujourd'hui et en réalité, elle s'est même essaimée comme une sorte, elle s'est même métastasée et au fond, les populations même d'en bas, finalement, on a parlé du taximan, on parle de l'infirmier, etc. Tout le monde est évidemment, je dirais, finalement contaminé par cette affaire-là. Et si vous me permettez quand même de terminer sur les aspects économiques. Parce en 30 secondes, s'il vous plaît. À moins que je ne revienne là-dessus. On va y revenir. On va y revenir. Oui, maître Henri Mangabel, avant de passer la parole au docteur Dieudonné Samba. Oui, professeur, je voulais quand même faire observer que c'est vrai, je comprends la tentation de l'intellectuel que vous êtes, à vouloir tout conceptualiser. Mais ce qui va à l'encontre de votre démonstration, c'est que nous sommes au Cameroun aujourd'hui dans ce qu'on peut appeler la Deuxième République. La Première République étant celle de Ahidjo. C'est-à-dire le premier président de la République. C'est la même République, il n'y a pas eu de changement de constitution. Parce que non, il n'y a pas eu. République, on peut considérer dans la je peux vous l'accorder. Voilà. Et ceux qui ont vécu cette période-là, on a eu un certain nombre de membres de nos familles, des parents et autres qui ont vécu, et qui nous ont raconté comment, à cette époque-là, l'époque d'Ahidjo, lorsque un haut fonctionnaire construisait une maison, il était interpellé au palais, et le chef de l'État, commençant par le féliciter, lui demandait que, mais comment vous avez fait alors qu'on me dit que les banques ne donnent pas de crédit? Et il y a des histoires, des anecdotes célèbres de cette époque-là, où on nous raconte que un haut fonctionnaire de la République qui avait construit une maison ici au Mont Fébé a dû dire à Ahidjo que
Monsieur le Président, j'ai conçu cette maison pour vous. Je vous l'offre. Parce qu'il était coincé? Parce qu'il était coincé. Il ne pouvait pas justifier. Il ne pouvait pas justifier le comment est-ce qu'il a fait, et cette villa existe jusqu'aujourd'hui. On nous raconte toujours qu'à cette époque-là, le premier président de la République avait pour habitude de se balader la nuit dans une espèce de 2 chevaux, dans les quartiers. Il regardait ce qui était apparent, ce qui sortait de terre. Bon. Aujourd'hui, beaucoup de choses sortent de terre. Je peux vous prendre juste l'exemple de l'Inde qui est à 2 pas du nouveau palais. Mais ça intéresse qui? Personne. Ça intéresse qui? C'est-à-dire que moi, j'insiste beaucoup sur la volonté réelle. Je dis, là où il y a la volonté, comme disent les anglo-saxons, il y a... il faut bien que le pays se développe. Il faut bien que le pays se développe. Et l'époque d'Aïdjo, ce n'est plus l'époque de Biya. Beaucoup doit couler sous les ponts. Je le relance, docteur, permettez, professeur. Aujourd'hui, on a des débouchés qui sont présentés aux Camerounais. On a des hommes d'affaires qui pratiquement sont disséminés à travers les 4 coins du pays. Chacun essaie d'investir. On a un certain nombre de choses qui ont quand même évolué et qui permettent aujourd'hui que le Cameroun se développe et qu'on voit des choses sortir de terre. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais alors, je suis tenté de vous dire, et alors, est-ce que c'est cela qui justifie qu'il y ait de la corruption? J'ai dit tout à l'heure que nous avons tendance au Cameroun à vouloir tout naturaliser, jusqu'au concept. C'est ici au Cameroun que j'ai commencé à entendre des gens dire le Cameroun, c'est le Cameroun. Ça signifie quoi, concrètement? Cela veut dire quoi? Le Cameroun a ses réalités. Que d'autres pays n'ont pas? Ça me semble être une évidence que le Cameroun ait ses réalités. Mais notre problème est beaucoup plus profond et il réside d'abord dans les mentalités des uns et des autres. Et tout à l'heure, quand vous permettrez, on reviendra un peu sur parce que j'ai évoqué le cas des fonctionnaires, je ne suis peut-être pas entré dans les détails, mais il faut savoir que dans la démonstration du docteur Essoba tout à l'heure, lorsqu'il parlait notamment des entreprises publiques, il faut que les gens comprennent que lorsque l'État est actionnaire, et il est actionnaire exclusif dans une structure, ceux des fonctionnaires qui y travaillent éventuellement, parce qu'il y a souvent des fonctionnaires qui sont détachés dans ces structures-là. Lorsqu'ils rentrent là-dedans, il faut qu'ils apprennent à se comporter effectivement comme des opérateurs économiques. Mais comment opérer le changement aussi facilement? C'est donc dans les mentalités. Ces gens-là se comportent de quelle manière? Tout en étant dans des structures, dans des entreprises publiques, ils se comportent encore comme des fonctionnaires et ils pensent qu'ils ne doivent rendre compte qu'à celui qui les a nommés. Voilà. Nous avons donc un problème de redevabilité dans ce pays qui est au-delà de tous les autres. Alors, très rapidement, oui, en 30 secondes. En fait, il ne faudrait pas que le propos de maître soit mal perçu. On n'est pas là pour criminaliser la réussite sociale ou alors la richesse. Mais on explique simplement qu'il y a quand même un niveau de richesse que rien de logique ou de rationnel ne peut expliquer, sinon le vol ou les détournements de fonds publics. Parce que on connaît les salaires au Cameroun. Comment peut-on justifier que quelqu'un qui n'a pas 500 000 francs de salaire soit propriétaire de plusieurs villas connues et en son nom, soit propriétaire de plusieurs bolides, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un lien direct entre ce que vous gagnez et ce dont vous disposez. Ça, c'est le premier élément de lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics dans ce pays. Nulle part dans les pays sérieux, on ne peut tolérer que des gens aient un train de vie que leur revenu en tant que fonctionnaire, parfois, ne puisse justifier. Comment expliquez-vous que quelqu'un qui soit un modeste fonctionnaire qui gagne 300 000 francs par mois ait une maison qui lui a coûté 100 millions? Il faudrait qu'il explique par quelle alchimie il a fait pour être propriétaire d'un tel bien. Qu'il a une famille en Europe. Oui, il va pouvoir l'expliquer. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne criminalise pas automatiquement, parce qu'il y a des gens qui sont même des héritiers. C'est-à-dire que nous ne partons pas au même niveau dans la vie. Moi, je peux être issu d'une famille pauvre, avoir 1 million de francs de salaire par mois, ne pas réussir à m'en sortir, alors qu'un autre à côté a 200 000 francs de salaire, mais roule carrosse parce qu'il est peut-être héritier, il est issu d'une grande famille, mais il doit pouvoir
justifier. Et c'est pour cela qu'il y a quelque chose de pervers dans notre société. C'est-à-dire que nous sommes tout le temps en train d'applaudir des fortunes, des fausses fortunes en réalité, c'est-à-dire des faux riches qui apparaissent comme ça, comme du jour au lendemain. On ne sait pas d'où il vient et on les acclame, tout le monde regarde, personne ne dit rien. Oui, il faut que la justice fasse son travail et que des personnes comme ça là ne soient pas forcément arrêtées, mais qu'on leur pose juste la question: comment avez-vous fait pour avoir tel niveau de fortune? C'est tout. D'accord. Docteur Dieudonné Essomba, en 2018, 76% de 1052 entreprises interrogées affirmaient que la corruption a eu un impact négatif sur leur fonctionnement. Donc, elles ont fermé, alors que 49% reconnaissent avoir versé des pots de vin aux agents des impôts. La question que je vous pose est celle de savoir si la corruption réduit-elle la compétitivité et l'efficacité de l'économie camerounaise en érigeant ces obstacles artificiels. Non, moi, je n'aime pas les lieux communs. Les lieux communs n'ont jamais développé un pays, comme la morale n'a jamais développé un pays. Nous, le Cameroun est corrompu, il n'y a aucun doute là-dessus. Et la corruption est négative, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce n'est pas... Vous n'allez pas me poser ce genre de questions. Donc, quand il y a corruption, ça ne marche pas. Vous n'avez pas besoin de me demander si ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est l'évidence. Moi, je crois qu'on doit plutôt aller dans le fondament. Pourquoi, malgré tout cela, la corruption continue? Je crois que c'est ça l'essentiel. Ce n'est pas ce petit lieu commun, la corruption entrave. Elle entrave, c'est l'évidence. Mais pourtant, ça marche. Non, c'est pour ça. C'est donc là le problème. J'ai dit tout à l'heure, ça marche, que si Biya a fait 40 ans, c'est parce qu'il fonctionne comme ça. S'il n'avait pas fonctionné comme ça, il serait tombé depuis. Je vous rappelle que le président de la République prend le pouvoir en 1982. Oui. Il a un violent coup d'État en 1984. Et il est défendu par des gens. Ce n'est pas par les anges du ciel, ce n'est pas des hommes. Vous voulez qu'il fasse quoi de ces hommes? Des gens qui soutiennent son régime, sans lequel il aurait été tué. Mais nous ne vivons pas dans les airs, nous vivons dans une société humaine. Et dans une société humaine, il y a des règles qu'on doit respecter. Il y a des règles. Vous n'allez pas appliquer votre morale là partout, ça ne marche pas de toute façon. Et pourquoi ça ne marche pas donc? Je vous pose la question. Je dis donc que le système, la corruption au Cameroun, joue un rôle de stabilisation. Parce que nous ne sommes pas une économie dynamique, capable de répondre à la demande sociale. Nous sommes un pays très hétérogène, qu'il faut contrôler. Si on avait un régime qui se met à appliquer de manière stricte ces règles, ces règles ne tiendraient pas. Il ne tiendrait pas. Et ça, si le régime des billets tient aujourd'hui, c'est parce qu'il sait très bien que il ne peut pas verser dans ce moralisme. C'est pour ça qu'il faut prendre... On fait comment on applaudit donc pour le régime qui tient cette... Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est-à-dire, écoutez, le professeur Billet a dit quelque chose de fondamental. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, le système tel qu'il est structuré aujourd'hui, on peut combattre la corruption. Ce n'est pas possible. On va vous dire qu'on ne peut pas. Si on tente de combattre la corruption dans ce système, il va tomber. Il va s'écrouler, il va basculer dans la guerre. Le système tel qu'il est structuré, c'est ce qu'on veut vous dire. C'est-à-dire que le système, vous ne pouvez pas, dans un système structuré, État unitaire, centralisé, avec un chef d'État qui contrôle ça, vous dites que vous allez combattre la corruption. Vous allez la combattre comment? Pourquoi vous tentez de la combattre, vous allez casser le système, il va s'effondrer. C'est pour ça que ces institutions qui sont mises sur pied pour lutter contre la corruption. Non, les incorruptions, c'est un trompe-l'œil. C'est peut-être pour éviter certains aspects et surtout pour que le régime puisse mieux instrumentaliser. Parce que nous avons un régime malin. Il instrumentalise la communauté internationale qui apporte ses préoccupations. Il les absorbe. Il fait le dos rond. Il dit, bon, comment vous voulez que je lutte contre la corruption? Je crée les institutions. Et vous-même, vous voyez bien que je les ai créées. D'ailleurs, j'ai mis quelques ministres en prison. Et il les met en prison de manière opportuniste. Parce que qui est en prison? C'est les gens qui menacent le régime. Ce n'est pas les gens qui ont volé l'argent. Quand on voit les ministres sont en prison,
Certes, tout le monde vole. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui est plus. Par contre, ceux qui sont en prison, ou ceux qui sont menacés de prison, sont ceux qui développent des prétentions à menacer le régime, soit celui qui est déjà là, soit celui que les gens veulent qu'il remplace. C'est comme ça que le système est structuré. Donc, c'est pour ça que je dis que vous menez un faux débat. C'est-à-dire vous attendez à ce que un manguier produise des avocatiers, des avocats. Non! Le régime, dans sa structuration, ne peut pas. Si un chef d'État maintenant, en gardant la même structure, tente de faire ce que vous dites là, il ne fera pas 2 ans. Parce que nous sommes pas volants en éclats. Donc, la corruption actuelle joue un rôle de stabilisation interne. C'est pour ça que vous ne pouvez rien faire. On peut éliminer quelques aspects grossiers. On peut instrumentaliser. Mais on ne peut pas aller plus loin. Vous voulez mener un combat impossible. Puisque le modèle lui-même, même en matière d'affaires, vous voyez, les hommes d'affaires, chaque fois qu'il y a un besoin d'argent au niveau du gouvernement, vous voyez les hommes d'affaires venir avec 100 millions, 200 millions. Non. Vous pensez que ça vient de quoi? C'est un recyclage. C'est-à-dire que on a un parti, on a des gens qui sont dans ce parti et ils sont spécialisés. On te donne les marchés publics, tu gardes temps. Tu réalises ce que tu peux réaliser. Le jour où on a besoin de cet argent, soit pour faire la campagne électorale, soit pour aller corrompre tel groupe mécontent, soit pour... Tu nous apportes l'argent, on te donne. Les négociations qu'on fait avec peut-être Boko Haram ou bien surtout les anglophones, vous croyez que ça a beaucoup d'argent? Vous pensez que l'argent vient d'où? Donc vous, c'est un système fait comme ça. Ne demandez pas l'impossible, ne demandez pas à un manguier de vous produire des avocats. C'est ce que vous tentez de faire. D'accord. Le professeur Olivier Billet semble ne pas être d'accord avec vous. Ah non, non, je suis entièrement d'accord avec Dieudonné. Je suis entièrement d'accord avec Dieudonné Somba. Je confirme, nous sommes vraiment en phase du point de vue de l'analyse. Et je l'ai dit d'entrée de jeu. Je voudrais quand même que vous me permettiez de revenir très rapidement sur ce qu'a dit Maître tout à l'heure. Maître Mangabel qui a essayé de faire une étude comparative des régimes Ahidjo et Biya. Je crois que, vous savez, je ne vais pas revenir sur l'histoire que nous a relaté Dieudonné, mais sachons quand même une chose, maître, c'est que Ahidjo a gouverné le Cameroun en régime monolithique. Tout à fait. Le parti unique, une autocratie, pour ne pas dire... police politique. Mais c'était une main de fer absolument considérable. Une véritable dictature. Comprenez? Moi, j'aurais bien aimé observer Ahidjo gouvernant le Cameroun après 90, c'est-à-dire dans le temps du pluralisme politique. Ça, c'est bien. Je ne suis pas sûr que cette espèce d'intégrité que vous lui vouez aurait été préservée. Tout à fait. Du reste, Paul Biya a été un de ses collaborateurs les plus proches depuis toujours. Et que cette espèce de vertu dans la gouvernance qu'on a observée au niveau d'Ahidjo, et il est certain que Biya, évidemment, il était également producteur de cela, étant également un cadre de ce système-là. Mais j'ai envie de vous dire une chose, c'est que la compétitivité politique dans laquelle nous entrons à partir de 90, elle est d'une adversité telle que, comme le dit Essomba, pour survivre, pour tenir, vous êtes obligé d'acheter les gens. Enfin, je vais dire, c'est l'approche. C'est une manière. Écoutez-moi, je vais dire que c'est dangereux. Non, je vais dire que c'est l'approche. On explique. C'est l'approche. Entendons-nous bien. Oui. C'est l'approche qu'un régime autoritaire, que l'autocratie fondée sur ce que j'appelais tout à l'heure le parti-État. C'est l'approche dans laquelle il ne pouvait ne pas s'engouffrer. En réalité, parce que s'il s'engouffrait dans autre chose, en réalité, il aurait peut-être fallu sortir le Cameroun d'un système de parti-État, d'un système d'autocratie sur le modèle de ce que nous vivons, pour s'orienter vers un système de véritable démocratie, où véritablement Paul Biya se serait dit, ok,
bien, je réforme les institutions du Cameroun, je fais 1 ou 2 mandats, et puis je laisse le pouvoir, comme on l'a vu au Ghana et dans d'autres pays, à un autre, pour que, effectivement, les choses... Vous voyez, le Ghana est un pays absolument identique au Cameroun, du point de vue de la démographie, du point de vue de la population, l'alternance au sommet peut changer quelque chose dans le cadre de la lutte contre la corruption? Ce que je dis, ce n'est pas une affaire d'alternance au sommet de l'État. C'est une affaire de système. C'est une affaire de système. Il faut convoquer le systémisme pour comprendre que lorsque vous avez affaire à un système qui est un système autocratique, fondé sur la mécanique du parti-État, qui elle-même est une mécanique corrompue ontologiquement. Est-ce que vous comprenez que le parti-État dans lequel la plupart de nos pays sont est corrompu, est une entreprise, est un dispositif corrompu? Est-ce que vous comprenez cela? J'ai l'impression que les Camerounais ne comprennent pas. Vous dites parti-État, ça veut dire quoi? Vous dites à vos concitoyens, 90, nous allons à la démocratisation. Vous, au lieu d'aller à la démocratisation de manière sincère et correcte, vous mettez en place un dispositif malin qui vise à faire quoi? À donner à un parti tous les avantages les plus exorbitants de l'État. Toute l'administration, tous les chefs traditionnels, tous les hommes d'affaires, tous les prélats du pays sont derrière vous. Et vous tenez le pays parce que vous avez la cambuse entre les mains. Et vous le savez parfaitement bien. Et vous voulez que dans un environnement comme ça, il y ait lutte contre quelle corruption? Ce n'est pas possible. En réalité, si nous voulons véritablement que la corruption soit réduite au Cameroun, il faut nécessairement que le type d'État dans lequel nous sommes engagés soit déconstruit. Voilà. Et c'est dans ce sens que j'ai envie de vous dire que précisément, nous nous inscrivons, nous les libérateurs. L'une des réformes les plus essentielles, les plus urgentes à faire dans un pays comme celui-ci, c'est le démantèlement du système du parti-État. Parce que aussi longtemps que vous avez un État qui bénéficie de tous ses avantages et de tous ses allégeants, ça produit la corruption. Maître Henri Mangabriel, est-ce que finalement on va dire que l'État est schizophrène? Non, je ne vais pas poser le problème de cette manière. J'ai sursauté tout à l'heure lorsque le docteur Essomba parlait, parce que si j'ai bien compris son discours, c'est que en réalité la corruption serait donc une fatalité. Oui. Dans le modèle, ce serait une fatalité. Dans le système actuel, dans le système actuel. La corruption est homologuée au système. Dans le système, changer le système pour la... Docteur, moi je voudrais vous dire que lorsque nous nous retrouvons entre gens qui comprennent, nous devons avoir comme préoccupation le pays, l'État, le Cameroun. Parce que vous êtes en train de nous justifier les mécanismes mis en place par un régime pour perdurer. Et d'après l'analyse que vous faites, cela doit se faire au détriment du Cameroun. Parce que le Cameroun perd dans tout ça. Et moi, je ne confonds pas les deux. Je ne confonds pas le Cameroun, qui est notre pays à nous tous, et un régime qui va passer. Le régime peut tout faire, effectivement, pour se maintenir au pouvoir. C'est son droit. Et c'est son droit le plus absolu. Pas que ce que le régime fait pour se maintenir au pouvoir soit confondu désormais à la norme. En quoi est-ce qu'un pays comme les Seychelles, en quoi est-ce que le Cap-Vert, en quoi est-ce que le Botswana sont supérieurs au Cameroun? Ce sont les pays que je cherchais tout à l'heure dans le dernier classement international. Ces différents pays-là, le Cap-Vert, Botswana, les Seychelles, ont réussi à se classer à moins de 100. C'est-à-dire le Cameroun est resté 25 sur 100, c'est-à-dire on est à 149e sur 180 États. Et il n'y a pas que ça. Il y a d'autres secteurs. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'ITIE. Le Cameroun a été suspendu de l'ITIE il y a à peine 1 mois et demi. Absolument. Suspendu. À cause d'un rapport qui n'a pas été... Parce que nous avons même sollicité de cet instrument international une rallonge de délai qu'on nous a octroyé 3 mois. Allez donc faire des efforts pour produire votre rapport. Et jusque-là, nous n'avons pas été en mesure de produire notre rapport. Résultat des courses, nous avons été suspendus et nous sommes menacés de radiation. En attente que le rapport soit produit. En attente que le rapport soit donc produit. Je vais un peu couper, maître, puisque lui aussi m'a coupé. Je crois qu'il faut qu'on se comprenne.
qu'on se reprenne bien, personne n'a le monopole de l'amour du Cameroun. Ah, ça. Personne. Et les analyses sur la corruption, nous les faisons. Moi, en tant qu'économiste au Minepat, j'ai passé toute ma vie à faire des analyses sur la corruption. Lui, en tant que professeur des universités, nous faisons des analyses sur la corruption. La corruption n'est pas seulement une préoccupation des institutions internationales. Est-ce qu'on ne peut pas passer la coalition des partis de non, laissez-moi. Non. Alors, c'est un certain moment, je vois quand même une certaine convergence entre le Ce que nous disons, c'est que le système tel qu'il a été structuré doit être démantelé pour le purger de la corruption. Exactement. Nous disons que nous ne pouvons pas, tel que le système est structuré aujourd'hui, et nous citent les Seychelles et autres, est-ce qu'ils ont la même organisation? Est-ce qu'ils ont la même sociologie? Non. Est-ce qu'ils ont la même histoire? Non. C'est-à-dire, nous demandons que les institutions du Cameroun soient revues pour qu'elles soient plus conformes à nos besoins, à notre sociologie, à une démocratie appropriée pour le cas du Cameroun. Pourquoi? Parce que si vous maintenez un système néocolonial, parce que nous sommes dans un système dit néocolonial, qui est en fait la reproduction de l'État postcolonial, dans lequel l'État colonial, il y avait une élite, il y avait des Blancs, avec quelques supplétifs locaux, qui contrôlaient le Cameroun et considéraient la production camerounaise comme des sujets. C'est le même système qu'on a. C'est le même système. Et donc, cette élite continue à fonctionner sur les mêmes modalités. Elle ne peut donc pas changer. On vous a compris. On vous a compris. Il faut modifier ça. Nous sommes tous donc d'accord pour lutter contre la corruption. Oui, mais eux, ils pensent qu'on peut lutter en restant dans le système et en appliquant la loi. On leur dit, vous ne pouvez pas appliquer cette loi. Parce que les gens en charge d'appliquer la loi, les gens qui font la loi, sont eux-mêmes les acteurs et ne peuvent pas accepter cette loi soit appliquée. Merci docteur. Maître, vous concluez votre propos. Je crois que notre divergence, elle n'est pas aussi importante que cela. Elle réside tout simplement sur les approches. Nous avons deux approches qui semblent être différentes. Moi, j'ai une approche pays. Vous avez une approche système. Ce qui nous semble nous différencier. Mais nous parlons de la même chose. Et je crois que si je vous demandais que vous comprenez donc qu'il faille peut-être changer le système pour mieux combattre la corruption au profit du Cameroun, vous allez me répondre oui. Mais bien sûr. Voilà. Donc je crois que nous sommes d'accord. Et moi je reviens encore pour chuter sur cette histoire de volonté. J'étais en train de parler tout à l'heure de l'ITIE pour dire que le Cameroun est en train de se faire évaluer sur le rapport 2017. Là où les autres pays sont déjà passés à autre chose. Rapport 2019, voire 2020. Des pays comme le Sénégal, etc., etc. Parce que moi, j'aime toujours faire des comparaisons. Parce que nous n'allons pas éternellement penser que nous sommes uniques. Non, nous vivons quelque part avec d'autres. Et il faut de temps en temps regarder des pays qui sont au moins proches des nôtres. Jusque-là, je n'ai cité aucun pays occidental. Je cite toujours les pays africains. Voilà. Et pour chuter, je suis tenté de dire aussi là, vous savez, dans l'arsenal juridique qui est le nôtre, il y a un autre que j'ai omis de citer tout à l'heure. Il y a une loi qui est extraordinaire, qui a été votée elle aussi par le Parlement en 2018, juillet 2018, qui est une loi sur la transparence et la bonne gouvernance dans les finances publiques. C'est formidable, non? Ah, c'est joli. C'est-à-dire que l'intitulé même. Oui. Mais voilà une loi qui est déjà applicable dans notre pays, sauf qu'il manque l'instrument essentiel, l'outil essentiel qui est le décret d'application. Et à titre personnel, j'ai fait un projet de décret d'application qui est parti dans les circuits. On attend toujours. D'accord. Et on embraye là justement sur... S'il vous plaît, s'il vous plaît, professeur. Il nous reste peu de temps, il nous reste exactement 13 minutes. Je voudrais quand même qu'on aborde la dernière partie de cette émission qui est consacrée aux propositions de solutions, aux observations qui sont faites quand même, des mesures prises par le gouvernement pour permettre à ce que la corruption ne soit plus trop présente dans nos institutions publiques. Jean-Bruno Tagné, parmi ces batteries de mesures, au-delà
Oui. Mais là encore, il faut une volonté politique. Vous avez vu par exemple les postes de péage dans notre pays où, je ne sais pas, plus de 50 ans après les indépendances, on continue à mettre des clous en route pour empêcher que des voitures passent. Il y a un projet qui est en cours. Oui, mais ça fait longtemps qu'on nous parle de ce projet et on n'en prend pas le chemin. Donc il faut éviter au maximum que les gens puissent manipuler du cash. Ça, c'est une première des choses. Deuxième chose, il faut une loi contre l'enrichissement illicite. Il y a un pays comme le Sénégal qui a mis en place la CREI, qui est la Cour de répression de l'enrichissement illicite. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on réussisse à sanctionner le fait que quelqu'un mène un train de vie que rien ne justifie, c'est-à-dire qu'il n'a pas des revenus qui peuvent soutenir un tel train de vie. Parce que ça ne peut être que de l'argent issu de la corruption. La Banque mondiale a fait un rapport il n'y a pas très longtemps dans lequel la Banque mondiale, Dieudonné Sombalsay, expliquait qu'au Cameroun, les infrastructures sont anormalement plus chères que dans les pays du même niveau. Comment est-ce qu'on peut construire une route ailleurs à 1000 francs et au Cameroun, la même route, la même distance et parfois avec des caractéristiques qui sont moindres est 6-7 fois beaucoup plus chère? Parce qu'il y a un certain nombre de fonctionnaires, hélas, qui s'en mettent plein les poches. Il faut sanctionner cela. On a le cas des stades, voilà. Même le cas des avions, les MA60. Voilà, on a les barrages et tout ça qui sont anormalement par rapport à ce qui a été fait dans d'autres pays. En introduisant cette émission, Dieudonné Somba a fait un excellent développement sur la faible rentabilité des entreprises publiques au Cameroun. Parce qu'en fait, on est resté dans un vieux schéma qui consiste à dire que l'entreprise publique n'a pas forcément vocation au bénéfice. Non, c'est dépassé ça. Aujourd'hui, on est dans la nouvelle gouvernance qui consiste à diriger des entreprises publiques comme des entreprises privées, c'est-à-dire rechercher le profit. Pourquoi on parle beaucoup plus du budget programme. Pourquoi lorsqu'il s'agit des entreprises publiques, la bouteille d'eau qui coûte 1000 francs est achetée par l'État à 10 ou 15 000 francs? Non, ce n'est pas possible. Là, on est en train de brûler la chandelle par les deux bouts. Il faut faire des économies parce que ce n'est que de cette manière-là qu'on peut développer notre pays. Et pour finir, il faut également que ceux qui dirigent ce pays soient sérieux et qu'ils aient le souci d'installer le Cameroun dans une forme de modernité. Il y a le président de la République qui a promulgué, c'est une loi du 12 juillet 2017, portant organisation des établissements publics. Et cette loi dit très bien qu'un directeur général d'une entreprise publique ou alors d'un établissement public est en fonction pour un mandat de 3 ans, éventuellement renouvelable 2 fois. C'est-à-dire, au maximum, il a 9 ans à la tête de cette entreprise. Faites un examen de tous ceux qui disent les entreprises publiques au Cameroun. Il y en a qui sont là depuis plus de 20 ans, en violation grave de la loi. C'est-à-dire le président de la République n'arrive pas à appliquer lui-même la loi qu'il a signée. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. La conséquence, c'est quoi? C'est que quand vous avez passé autant de temps à la tête d'une entreprise, à un moment donné, vous avez l'impression que c'est votre propriété. C'est-à-dire que c'est votre bien. Vous en faites ce que vous voulez et il y a toutes sortes d'abus qui peuvent s'installer. Donc, la plus grande responsabilité dans la lutte contre la corruption appartient à l'État camerounais et ensuite à la justice, que la justice soit un peu plus sereine. On assiste quand même lors des procès de l'opération Épervier à des choses spectaculaires, c'est-à-dire que le ministère public n'arrive même pas à soutenir ces accusations parce que pour des raisons certainement politiques, on a interpeller les gens à la hâte sans soutenir le dossier et devant le tribunal, on devient ridicule. Vous voyez quelqu'un qui est poursuivi pour 100 milliards et au final, on le condamne pour 300 millions. C'est ridicule et même des magistrats devraient pouvoir rendre compte de ce genre de choses. D'accord. Dieudonné Somba, que proposez-vous comme purge le démon de la corruption? Non, moi j'ai toujours inscrit la corruption comme l'un des éléments de l'entropie du système. L'entropie est une sorte de désordre interne dans un système. Donc la corruption n'est que l'une de ces expressions. Le tribalisme est aussi une expression. La centralisation, la polarisation du pays, où Yaoundé et Douala contrôlent à elle seule 95%
15% des devises, alors que les deux villes ne produisent même pas 5% des devises. C'est-à-dire que tout ça, c'est un système désordonné, qui a un désordre interne. Donc la corruption n'est qu'un élément. Et lorsque on compare la corruption, malheureusement, les institutions internationales spécialisées dans la lutte contre la corruption, on ne peut pas leur reprocher, ont tendance à allier les pays. Mais c'est un alliement purement statistique, parce qu'il n'a pas d'explication interne. On va tout parler de gouvernance. Mais la gouvernance elle-même ne se crée pas ex nihilo. Vous pouvez créer 1000 institutions. Lorsque ces institutions-là n'ont pas d'assises sociologiques, ça ne sert absolument à rien. Donc c'est pour ça que la grande innovation qu'on a voulu faire au Cameroun, c'était la décentralisation. C'est-à-dire le démantèlement de ces systèmes où un seul individu contrôle 5 000 milliards du budget avec son entourage. Et quand il le contrôle, il soumet tout le monde. Et ils ne sont pas prêts à partir. Donc tout le tralala qu'on fait là, les gens qui contrôlent les 5 000 milliards au palais ne sortiront pas. Ils ne céderont en rien sur un point quelconque qui peut réduire leur pouvoir ou leur contrôle. C'est ça la réalité. Donc tout ce qu'on fait, on attend. Vous voulez qu'on arrête qui dans ce milieu-là? À moins que cet individu ait des problèmes avec eux. À partir du moment où il joue son rôle de stabilisation du système, vous voulez qu'on l'arrête? Pourquoi? On ne l'arrêtera jamais. Donc c'est pour ça que la lutte contre la corruption doit être plutôt causée comme la conséquence des mesures fondamentales, des révisions du système lui-même. La corruption va mourir d'elle-même lorsqu'on aura remis tout le système à plat, le système institutionnel. En dehors de ça, ça ne sert absolument à rien. D'accord. Professeur Olivier Billet, vous qui êtes le père du foyisme politique au Cameroun, au regard du mal que cause la corruption dans notre pays, est-ce qu'on ne va pas dire qu'on va se référer parfois, pourquoi pas à la foi, autant pour moi, pour avoir des fonctionnaires qui ont quand même une probité morale qui leur permettent de ne faire que leur travail? Bruno Bidian, vous savez, moi je suis de ceux qui disent que l'approche par les réformes institutionnelles et par la technologie juridique et tout cela est complètement inopérante effectivement dans un système, dans une autocratie de ce type qui n'a qu'un seul but, de se perpétuer et de se reproduire. Quand j'ai dit ça, il y a un aspect que nous n'avons peut-être pas beaucoup évoqué ici. C'est cet aspect, puisque vous parliez des propositions. Avant de parler de la dimension, disons, métaphysique, je dirais que le Cameroun, c'est quand même un pays où il existe une misère extraordinaire, où les conditions de vie des gens sont quand même extrêmement précaires. On a rappelé que les fonctionnaires avaient été considérablement réduits dans leurs revenus et leur pouvoir d'achat. Et je ne suis pas sûr qu'ils ont été suffisamment restaurés pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir un niveau de vie satisfaisant. J'ai aussi envie de dire qu'il est important que nous puissions aussi accéder à un pays, parce que c'est dans les pays les plus performants sur le plan de la gestion économique, de la productivité économique, que la corruption est également la plus faible. Vous allez constater que les pays nordiques, ceux d'Europe du Nord là-bas, où vraiment la mécanique économique, elle est absolument au point, au top, vous allez constater que c'est aussi dans ce type de pays-là que l'indice est aussi le plus bas. Il est certain que les pays les plus riches du monde, qui ont également une économie performante, là où les gens ont un niveau de revenus tout à fait satisfaisant, là où les infrastructures fonctionnent tout à fait correctement, où les systèmes sociaux sont bons, c'est aussi ces pays-là où la corruption est la plus faible. Mais que voulez-vous faire dans des environnements où le niveau de vie des gens est aussi faible? C'est très difficile aussi dans des contextes comme cela. Et c'est pour ça que l'exemple de Soba, qui tout à l'heure était un exemple tout à fait pertinent pour dire que parfois aussi, et surtout lorsque les gens veulent évidemment demeurer au pouvoir ad vitam aeternam, ça ne peut être que ça.
Pour finir, 30 secondes. Je vous invite encore, je vous suggère de prendre très au sérieux la petite idée que j'ai évoquée tout à l'heure relativement à cette espèce de, j'ai envie de dire, de possession et de malédiction historique qui nous poursuit jusqu'ici. D'accord. Maître Henri Mangabel, est-ce qu'il est probable que le Cameroun, un jour, puisse réussir dans cet élan de lutte contre la corruption? Si j'étais Madame Soleil, je vous aurais dit oui. Il se trouve que je ne suis pas Madame Soleil, mais je peux vous dire quelque chose. Il faudrait que dans notre pays, chacun joue son rôle. Ça, c'est très important. Il faudrait que les uns et les autres, que nous comprenions d'abord. Et là, je parle particulièrement, j'ai évoqué cela tout à l'heure sans trop développer, de nos fonctionnaires. Vous savez, nous sommes dans un contrat social. C'est-à-dire que nous avons délégué à ceux qui sont censés nous représenter un certain nombre de pouvoirs et de prérogatives. Cela signifie quoi? Cela signifie que ceux-là doivent nous rendre compte. Oui. Et quand je dis nous, c'est vous, moi, nous tous. C'est le peuple. Parce que c'est nous qui sommes les détenteurs véritables de tout ce qu'ils gèrent. Ils doivent donc nous rendre compte. Ça, c'est important. Lorsque nos fonctionnaires auront compris cela, que ce n'est pas à celui qui les a nommés qu'ils doivent rendre compte. Parce qu'étant fonctionnaire, ils travaillent pour le peuple. Et ça, c'est très important parce que ce sont des discussions que j'ai quotidiennement avec justement ceux de nos agents qui travaillent dans les sociétés publiques, où l'État est seul actionnaire. Mais quand l'État est seul actionnaire, ça veut dire que c'est nous qui sommes actionnaires. C'est le fruit de nos impôts, c'est le fruit de notre travail. Quand ils vont comprendre cela et qu'ils vont se rendre compte que ce n'est pas à leur patron immédiat qu'ils rendent compte, ils changeront de mentalité et nous allons nous inscrire dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est la culture de la redevabilité. D'accord. Merci à tous les quatre d'avoir accepté l'invitation de Club d'élite, professeur Olivier Billet. Bon vent dans ce nouveau challenge politique, le parti pour la libération des libérateurs. Dieudonné Essomba, Jean-Bruno Tagne, certainement qu'on retrouvera bientôt dans le cadre du programme décryptage. Maître Henri Mangabel, merci d'avoir accepté également notre invitation. C'est moi. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir regardé. Les programmes se poursuivent sur la télévision africaine. Retrouvez tout à l'heure votre programme de divertissement, Dimanche Bondeur. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h30 dans le cadre du programme Tour d'Horizon. D'ici là, bon dimanche à tous et surtout, toutes nos condoléances les plus attristées à ceux qui étaient adeptes de Tibi Joshua, qui est un prédicateur nigérian. On a appris son décès ce matin à travers une annonce qui a été publiée sur sa page Facebook officielle et surtout certifiée. En tout cas, toutes les informations qu'on a semblent concorder et confirmer cette information. Toutes nos condoléances à sa famille. C'est un prédicateur très, très connu dans le cadre de ces différents programmes sur sa télévision Emmanuel TV. Bon dimanche à tous et bonne continuation des programmes sur Vision 4.